Bonjour, Assalamu marhaba. Je m'appelle Taous et je vais vous présenter Mashahou. Mashahou est un podcast de conversations intimes avec des Algériens et des Algériennes qui entreprennent dans le milieu artistique et culturel. Ils ont en commun d'être passionnés, créatifs, imparfaits, inspirés et surtout inspirants. Ils font de leur mieux et ils font. Chaque épisode vous fera découvrir une nouvelle personnalité, son parcours et ce qui l'a poussé à tracer son propre chemin. Nous allons nous retrouver une fois par mois, durant 1 heure environ. J'espère que cela vous inspirera, que cela vous chatouillera les oreilles. En tout cas, j'ai un immense plaisir à partager avec vous ces moments intimes. Mashahou, Mashahou. Dans cet épisode, je rencontre Hania Young, designer et artiste. Avec Hania, nous avons parlé de Princesse Zazou, de la responsabilité de l'art dans une société. Et nous avons aussi parlé de maternité et de solitude. Mashahou, Mashahou. Bonjour Hania. Salut. Ça va? Très bien. Je te remercie. Je te remercie énormément. Alors pas simplement parce que tu es mon invitée aujourd'hui, mais je te remercie parce que tu as fait partie des premières personnes à qui où je suis venue taper à la porte pour te parler de ce projet-là. Et comme d'habitude, tu as inondé d'ondes positives en me disant c'est vachement bien, vas-y, continue, ne lâche pas, ça va être dur, mais tu vas voir, ça va être génial. Et juste pour ça, merci beaucoup. Bah, écoute, avec plaisir. Et puis voilà, j'ai pas changé d'avis. Je trouve que le projet est très très beau. Et oui, je savais que tu allais trouver la persévérance pour le faire parce que en fait, la persévérance vient du fait que tu y crois et que le projet est très beau. Et tu t'adresses à une fille qui est pour l'onérisme. Oui, c'est ça. on va se raconter des choses, bon, exactement, plus dans le réel, mais forcément, ça m'intéresse. Alors, quand j'ai commencé à préparer notre rencontre, la première question que je me suis dit, quel est le métier que tu voulais faire quand tu étais petite? Tu vas pas être déçue. Alors, boulimique dans ce sens depuis toute petite, mais le souvenir que j'ai, j'avais deux grands métiers que j'avais envie de faire. Ah tiens, mais après plus âgée, enfin adolescente autre chose, mais gamine en tout cas, je voulais être reporter de guerre. En fait, je voulais être photographe, et je me voyais, en fait, les injustices m'ont toujours fait mal au bide. Et je me rappelle que mon père, un peu ado, quand je commençais à discuter, à dire, à défendre les femmes, machin, il me dit mais attends, t'as été battue, c'est quoi ce truc? T'es chouette. J'ai dit mais justement c'est parce que je n'ai pas subi ça que je ne comprends pas que quelqu'un, enfin je trouve ça très injuste, mais les injustices en général m'ont toujours fait mal au bide. Je me rappelle que j'avais un frère un peu cynique quand on mangeait à table et que je ne voulais pas finir mon assiette. Il me disait, mais tu sais qu'il y a des pays où genre... Et il m'a cette culpabilité-là. Et donc, de me dire, je ne veux pas vivre coupable, donc je veux y aller dans ces pays. Et je voulais déjà être photographe. Un autre métier, mais qui m'a longtemps collé à la peau, mais je pense que jusqu'à présent, il me colle encore à la peau, c'était... ou danseuse ou chorégraphe. Je rêvais de ça, je faisais ça tout le temps, je dansais tout le temps dans ma chambre, et puis de se mouvoir et de presque lâcher prise, j'ai envie de dire, parce que c'est difficile, j'arrivais à le faire un peu quand j'étais seule dans ma chambre, mais je rêvais de ça. Et donc adulte, je déconne, mais 18 ans, quand j'ai eu mon bac, je voulais faire psycho.
D'accord. Et je me rappelle que c'était une des rares fois, je crois, où ma famille s'est opposée, pas parce que ils trouvaient que c'était bien, mais qu'en Algérie, ça a commencé à être arabophone, que si tu dis Freud, déjà, on s'en sortait pas, donc c'était un peu compliqué. Et que, donc, on m'a dit, fais psychiatrie, il fallait faire médecine, ça m'intéressait pas. Ouais. Et là, je bifurque vers Sciences Po. Ce qui me paraissait logique, puisque finalement, Sciences Po, c'était... j'avais l'impression de finalement avoir accès au fait de défendre la veuve et l'orphelin. Ouais. Voilà. Ouais. Donc, tu as commencé juste après ton bac, tu as fait un bac quoi? Alors, j'ai fait un bac sciences. Okay. Le premier, je l'ai pas eu. Ouais. Le second, j'ai fait Sciences Po. Évidemment, dans la famille et la cité dans laquelle j'habitais, où il y avait au moins un médecin, un dentiste, minimum. Alors nous, dans notre famille, il y avait de quoi ouvrir une clinique, heureusement, parce que du coup, j'ai un grand frère qui a donné totale satisfaction à mes parents. Donc on m'a lâché. Donc Sciences Po, moi je me serais éclatée. Pareil, je me suis fait en fait le même piège que pour psycho, c'est que venait d'arabiser. Ah, ok. Il venait d'arabiser. Moi, j'avais déjà des concepts, parce que mon père me donnait beaucoup de choses à lire, et puis il y avait quand même une bibliothèque assez riche à l'époque, même à l'université. Il fallait comprendre des concepts assez lourds, assez profonds en français, et traduire, c'est-à-dire qu'il fallait avoir ce don-là, et présenter des exposés là-dessus. Et je faisais cet effort, mais j'avais pas l'éloquence en arabe, et je me rappelle très bien cette phrase de mon prof qui me disait « Usloub mufarnas ». Ça veut dire que c'est francisé. On sent que c'est francisé. Ah. Je lui disais, mais madame, vous sentez l'effort que je fais, que d'autres ne font pas, qui sont en train de vous réciter le 1000e même exposé que vous avez vu depuis toujours, puisqu'ils le prennent de la bibliothèque telle quelle et vous le récitent. Et, ils ont des... et moi, c'est pas ça que je voulais. Je voulais vraiment faire bouger les lignes. Donc, j'ai abandonné, j'avoue. Et j'avais repassé un bac, donc... Alors, avec l'espoir que, oui, pour mes parents, que je puisse avoir quand même, que je fasse dentaire ou médecine. C'est ça. Et du coup, moi, je crois que j'ai dû avoir biologie. Et je me posais la question de ce que j'allais faire. Et donc, en attendant, donc je m'étais inscrite et tout. Ouais. Et en attendant la rentrée, c'était le jour de son anniversaire à lui. Et il passe et me dit, tu sais, l'école des Beaux-Arts, il y a un concours, il paraît, je viens de voir ça, il me ramène le petit papier. Il voyait que ça me plaisait pas ce que j'allais faire et que je me posais des questions. Il me dit essaye, et dans sa tête à lui c'était petit mois sabbatique. vraiment j'avais pour le coup jamais dessiné de ma vie, dessiné de ma vie. Je passe le concours dessin, ça a été, j'avais préparé un dossier artistique et je me rappelle que le prof qui s'appelle Monsieur Yahi, qui m'avait reçu, regarde. Alors, gamine, bronzée, limite, il me dit, t'es trop mignonne, mais juste, et il y avait tout le conseil il y avait Madame Aïdoud, et donc il regardait mon dossier, il me dit, c'est pas mal. En fait, j'avais fait beaucoup de dessins, de peintures. Oui. Je pense que c'est, comme on dit, quand on dit le succès de celui qui fait ça pour la première fois. Ah oui, ouais. Tu vois, il devait y avoir déjà quelque chose, mais moi, je voulais faire architecture intérieure. Il me dit, mais dans votre dossier, qu'est-ce qui peut m'amener à vous prendre en design? Franchement, madame et mademoiselle, expliquez-moi. Et je le regarde, je vais vous dire très franchement, j'ai entendu parler de cette école, pas du concours, parce que je ne connaissais même pas l'existence de cette école en Algérie. D'accord. Je dis, j'ai entendu parler de cette école il y a une semaine, quand mon père m'a ramené le dossier pour m'inscrire, donc j'avais même pas eu le temps de faire la préparation comme il fallait. Je ne sais rien en art, mais j'apprends très vite. Et il paraît que je suis passée avec cette phrase. Parce que il s'était dit, elle n'est pas formatée, testons. Oui. Vraiment, ils étaient partis sur un coup de poker en se disant, peut-être qu'au bout d'un an, elle va arrêter, on s'en fout, elle va lâcher. De toute façon, ils avaient de la marge, on n'était pas très nombreux en promo, donc ça n'aurait pas été une grosse perte. Et j'ai débuté en galérant et je termine ma genre de promo. En ne sachant pas dessiner à la base. C'est vraiment un truc de dingue, justement parce que je savais concevoir. Je ne savais pas dessiner, mais je savais concevoir. Ouais. J'avais appris, hein, mais voilà. Et donc, voilà, donc 2 bacs en poche, finalement. Oui, mon père et ma mère attendent toujours que l'année sabbatique passe. Ils ont encore l'espoir que ça passe. Et du coup, les Beaux-Arts, c'est combien d'années? 5 ans. 5 ans. Donc, tu as ton diplôme des Beaux-Arts en poche. Oui. Par la suite, tu fais quoi? Alors, déjà, ça a été...
c'est une vie, hein, les Beaux-Arts d'Alger en particulier, les années 90, faut le rappeler. Alors moi, j'habitais à Chevalet pour descendre à Hôtel-Ibn Saleh. Les copains que je m'étais fait à l'époque, certains venaient en train. Il faut dire qu'ils cachaient leur sous-main. Il fallait pas dire qu'on faisait des seins. Enfin, c'était une bulle, cette école, parce qu'on avait cette liberté à l'intérieur d'agir comme on voulait. Tiens, quand on était gamin, j'avais l'impression que c'était Fame. Oui, c'est ça. C'était incroyable. Je me rappelle le jour où j'avais passé l'examen, le concours, j'étais avec une copine qui s'appelle Bedia. Et je l'avais rencontrée ce jour-là, hein, et je lui disais, on était les deux, il y avait une catégorie comme ça, ceux qui avaient le bac et qui savaient pas trop bien dessiner, et je lui disais, mais même si on prend pour faire les vitres dans cette école, je veux y être. J'ai découvert ça au cœur d'Alger, t'as de la verdure, t'as des statues, t'as Adam et Ève qui t'accueillent tous les matins et tout. Donc ça a été laborieux pour moi parce que j'avais pas la légitimité au regard des autres étudiants qui savaient super bien dessiner, qui disaient mais qu'est-ce qu'elle fait là? Non, mais même quand il y avait les affichages et je présentais le projet, ils disaient mais c'est pas possible, comment elle peut avoir une meilleure note, elle sait pas dessiner cette meuf. Oui. Et ils disaient mais son projet vaut le coup. Et là je me suis mise à la 3D donc pour avoir ma première béquille. Donc la 3D te permet finalement de pouvoir illustrer finalement ce que tu as dans la tête avec des 3D. Et puis après j'ai commencé à faire à utiliser en fait, à contourner mes défauts, c'est-à-dire à faire de mon défaut qui venait spontanément, qui était intuitif, Gaston Lagaffe, avec la conscience, quand je regardais soit les tâches, soit ce que je faisais comme limite connerie, de me les approprier, de me dire mais j'aurais pas pensé à ça, mais finalement c'est intéressant. Et ça a été ma force dès le départ, c'est-à-dire de ce détournement. Le jour comment ça s'appelle, le jour de ma soutenance, j'ai choisi un sujet atypique, c'est-à-dire que tu dois choisir, pendant toutes les années, on te soumet des projets. Quand tu finis tes études, enfin là, pour le mémoire, ton mémoire, c'est toi qui dois te proposer à toi-même un projet, validé par deux professeurs, et des promoteurs, et donc défendre ce projet-là, le dessiner, le raconter et tout. Et moi, j'avais pas dessiné un projet lambda, on me sent la ville. J'avais imaginé que mon grand-père venait me voir, que j'avais terminé mes études et qui me disait tiens, toi qui as fait des études de design et d'archi intérieur, j'ai une demande pour toi, j'aimerais que tu me redessines une espèce de bar terrasse à bougies, parce que quand j'étais jeune, j'entendais la musique, c'était là où il se passait les bals, c'est à Ozegouat. C'est là où il y avait les balles dansants, et que moi en tant qu'Algérien, j'avais pas le droit. J'entendais juste la musique, et donc j'allais au Cap Carbon, et j'avais vue sûre, tu vois, tous les sens étaient là, mais il n'était pas dedans. Il avait cette frustration. Et là-dessus, je lui réponds en tant que sa petite fille, mais plutôt, et aussi en tant qu'architecte. Donc, je donnais avec déjà l'onirisme, donc j'étais là-dessus en lui disant, écoute papy, tu sais que si je redessine ce resto-bar tel quel, ça ne sera qu'une pâle copie. Alors que si je prends comme matière tes souvenirs, le chemin de traverse que tu as pris finalement, monter, aller plus loin pour aller voir et entendre et tout ça, je vais pouvoir te proposer presque quelque chose de plus à la hauteur plus de tes souvenirs que finalement de cet espace où t'as pas été. Et j'avais proposé un espace qui était où il y avait un escalier comme dans comment ça s'appelle, une sorte d'escalier Maya, tu vois. Donc ce périple-là pour finalement arriver sur un petit espace douillet, vue sur mer, et ça m'avait beaucoup tenu à cœur. Et déjà, j'étais dans le détournement. C'est-à-dire que j'étais déjà dans ne pas appliquer la règle telle quelle qui était je vais faire un hôpital, je vais faire... Et dans cette histoire-là, j'avais en fait réussi à incorporer tout ce qui m'avait été demandé de faire. C'est-à-dire, qu'est-ce que le design pour moi, qu'est-ce que, évidemment, avec les références qu'il fallait et tout, mais inclus dans un récit et dans du personnel. Et je me rappelle que les profs nous disaient, profitez de cette occasion, vous n'aurez peut-être
peut-être jamais l'occasion de vous éclater autant. Une fois que vous sortirez d'ici, vous serez amené à travailler pour des clients et donc voilà. Alors là, il y a le mot onirique qui revient très souvent. Alors là, en rentrant, alors j'ai pris la photo, c'est Brocart est un espace d'objets oniriques. Donc onirique qui vient du domaine du rêve. Le rêve tourne autour de la symbolique. Là, je suis entourée d'œuvres où il n'y a que de la symbolique. Est-ce que tu peux me dire quelle est la place du symbole pour toi dans l'art? Alors, pour moi, je l'utilise énormément parce qu'en fait, c'est pour moi mon expression à moi artistique est un peu comme la caverne d'Ali Baba, c'est-à-dire que j'aime qu'il y ait plusieurs degrés de lecture, j'aime qu'on puisse après la première couche dénicher ce qu'il y a derrière, revoir la même œuvre et découvrir d'autres choses. Je dis aussi souvent que dans ma pratique, j'utilise la couleur comme cheval de Troie. On est aussi dans le symbolique, c'est-à-dire que ah oui, c'est une fille, c'est coloré, c'est mignon. Et j'utilise ce cliché volontairement. À un moment donné, j'avais même dans le design, du mobilier ultra rose. Et les gens disaient, mais c'est joli, ou c'est kitsch, ou j'aime, ou j'aime pas, mais c'est normal, c'est parce que c'est une fille. Alors que moi, c'était presque une violence voulue, de l'humour, et c'était pour dire, ben oui, vous attendez de moi que ce soit coloré, je vais aller jusqu'au bout. Et ils voyaient pas ce qu'il y avait derrière. C'était fait exprès, c'était pour que ce soit ces objets ou que ces œuvres rentrent chez les gens. Et puis, j'avais pris le pari d'attendre que la mayonnaise prenne et qu'après que je leur raconte, par exemple, celle qui est juste en face de toi, qui est Autopsie d'une princesse, premier réflexe de quasi tout le monde, c'est « Ah, c'est joli !» Sauf que au-delà des tripes à l'air, il y a beaucoup de fleurs, il y a beaucoup de choses, mais t'as le lapin d'Alice au Pays des Merveilles. Alors, il y en a même qui pensent que c'est le lapin Playboy. T'as envie de dire, mais non, chérie, c'est Carole Lewis. Non, c'est pas la même référence, mais bon, pourquoi pas. Et j'explique que pour moi, je l'assimile à l'homme des médias d'aujourd'hui, qui a fort peu de temps pour dire la réalité, enfin on la connaît pas la réalité, mais ne serait-ce que pour rendre compte des choses qui deviennent de plus en plus effrayantes, mais pour tout le monde. Sauf que nous, quand on est dans notre fauteuil et qu'on est mais vraiment certain d'avoir rien fait de répréhensible ce jour-là, on a quand même la boule au ventre en se disant pourvu que ça soit pas un Algérien. Tu vois, t'es Tiapi Mechizere qui a mis la bombe. Et en fait, j'ai cette dame que tu vois là, c'est une Nailia, c'est une dame donc mes premières illustrations de femmes étaient choisies visuellement volontairement de ces femmes libres et libérées, avec toute la symbolique justement de libérée, libertine, alors que voilà, c'est qu'est-ce que c'est finalement. Et pareil, c'était venu parce quand j'ai fait mes études à Alger, on reviendra après quand je suis partie ailleurs, et en revenant à Alger. Alors j'ai eu des choses assez cocasses ailleurs, mais à Alger, j'étais stupéfaite qu'on me dise « Ouais, mais ça soit pas du tout que t'es algérienne dans ton travail. Je dois m'intégrer, c'est ça? C'est quoi le truc ?» Chez moi. Chez moi. Je dois justifier que je suis algérienne. De fait, je le suis, je veux dire, j'ai pas... Et là-dessus, c'était mes premiers... Vraiment, je les remercie, mais je remercie tous les obstacles. Des fois, je dis, ça suffit. C'est bon, là j'ai eu ma dose. J'ai compris le principe, hein, c'est bon. Mais très sincèrement, on l'a sans aucune... c'est pas de la langue de bois, mais vraiment, tous les obstacles m'ont permis d'aller au-delà du parcours classique que je m'étais moi-même mis en tête, qui était déjà pas si classique que ça. Et en fait, je les remercie parce que je travaillais pas du tout sur les personnages, c'était pas mon truc. Genre oui, moi j'ai fait design, tu comprends. Après j'ai fait une école d'Ardex. J'ai travaillé sur le langage politique, je travaillais beaucoup sur du noir et blanc. Je travaillais, en fait, mon premier travail sociopolitique, c'était d'avoir pris les discours des hommes politiques et quelques femmes depuis les années 40 jusqu'aux années 2000. Et en fait, je les ai assurés, j'ai juste pris des banques de données de mots et j'ai reconstruit des phrases avec ces gens-là. Et forcément, c'était assuré, saccadé. Alors les phrases étaient pareil, drôles ou des fois choquantes.
Sauf que tu peux pas ne pas reconnaître certaines intonations de certains hommes politiques. Ouais. Et donc, des fois, c'était ça qui était drôle de se dire, qu'est-ce qu'elle lui a fait dire? Et l'image, c'était une dame qui se maquillait, le focus sur le regard, qui se maquillait les cils. D'accord. Et la volonté, c'était justement que ça ait une concordance entre le saccadé du son et le saccadé de cette image-là. Ouais. Et pareil, on revient toujours à la symbolique. Cette symbolique-là, c'était cette femme qui se farde, qui se maquille, qui va affronter avec finalement un rouge à lèvres et un sourire au final une société avec plein d'obstacles et plein de voilà, j'ai pas envie de dire le mot, mais voilà, bref. Dis. Oui, enfin, on a les pieds et les mains dans la merde à cause d'une société qui souvent est dessinée, dictée par ceux qui décident de faire les guerres, ceux qui décident de mettre des lois là où ils veulent, et c'est nous, citoyens et citoyennes, qui affrontons cela. Et finalement, c'était la période où je me posais la question, est-ce que j'aurais dû continuer Sciences Po ou pas? Et c'était de me dire, finalement, la politique, ça devient comme un brouhaha, c'est des discours pédants, fait en sorte que tu ne puisses pas tout comprendre. Finalement, ils font passer leurs lois, ils s'accordent entre eux, et c'est à toi après d'affronter cette jungle-là. Et face à ça, t'es obligé de mettre un peu de couleur et un peu de... Voilà. Ouais. Et il n'était pas question que je revienne avec ça en noir et blanc, donc j'avais mis... D'accord. Et du coup, là, il y a quand même un discours engagé. Quelle est ta vie? Alors, quelle est la place pour toi de l'art dans une société, quelle qu'elle soit? Et la deuxième question, c'est est-ce que l'art doit être engagé? Alors, j'aime bien ces questions. Je vais te dire... j'aime bien parce qu'il y a une sincérité entre nous et je sais qu'il y a des choses que tu découvres. Ma pratique a toujours été engagée. Dans l'absence du critique d'art, et ça a toujours été mes revendications et j'ai toujours dit, c'est pas qu'il n'y a pas d'artistes, il y en a toujours eu en Algérie. C'est juste que il y a des modes et que alors c'est pas qu'il n'y en a pas du tout des critiques d'art, il y en a quelques-uns. Tous ne sont pas outillés pour, et ceux qui le sont font de l'entre-soi. Donc du coup, de temps en temps, ils te disent c'est le meilleur, c'est nanana. Et même des fois, on écrit sur moi des choses qui sont très positives, grâce auxquelles j'ai dû déménager. Oui, parce qu'on me double le loyer parce le propriétaire a vu un super article sur moi. Bref, c'est même des fois souvent, ce sont les mêmes qui ne sont pas trentistes non plus, réécrivent sur ma pratique des années après, 3 ans, des fois 7 ans après, le même, et qui découvrent que j'existe. On capitalise pas. Et donc, ce que je dis là, par exemple, Autopsie d'une princesse, la première apparition d'Autopsie d'une princesse, c'était dans un bâtiment sur 3 étages. Elle a été transfigurée, la même Nailia, j'ai pris la même. Ouais. Maintenant, les gens me connaissent, ils savent que je l'utilise souvent, mais la même, transfigurée sur 3 étages, à part ceux qui avaient le regard vraiment très peu avaient remarqué que c'était la même. Alors, tripale en dessous, avec des poissons, machin et tout. Et poissons, c'est par rapport à la mobilité, parce que nous, avec le passeport ouvert, on n'est pas si mobile que ça. Et la dernière, florale, Autopsie, PSY, avec le divan du psy. C'est pour ça que j'aime bien ce qu'on est en train de faire. Pardon, mais je me lâche. Et donc, à un moment donné, je me rappelle qu'ils avaient invité, à l'expo, ils avaient invité beaucoup de diplomates et des ambassadeurs. Ils étaient arrivés en haut, ils disaient, mais clairement, ils ont dit, on se sent quand même mieux là, parce que franchement, c'était un peu... Et ils disaient, voilà, c'est quand même mieux, puis c'était rose, puis il y avait des fleurs, puis il y en a un qui a remarqué, qui a dit, mais c'est dommage, pourquoi vous avez brodé des mouches? C'était bien, mais pourquoi vous avez brodé des mouches? Et c'était jour pour jour, la veille des élections 2014 de Bouteflika. Et j'avais dit, à l'époque, les mouches sont annonciatrices d'une situation qui est en putréfaction, qu'on ne voit pas, mais il y a l'odeur. Ça pue quelque part. Et on est là, pour le coup, les 2 pieds, les mains, la tête, tout dedans, jusqu'au cou. Ouais. Ça n'a pas été relayé par les critiques d'art. Et c'est vrai que moi, j'adore parler. Tu vas me parler de Sven, tu vas me parler de Sonia Merabet, je vais adorer parler des autres artistes. Parler de moi, je le fais par mesure de survie. Je suis obligée de le faire. Et puis je dis oui, c'est comme ça, je le fais. Sauf que c'est malsain.
Moi, je trouve ça malsain. Je trouve pas ça très. Dans ce cas-là, on est quasi dans une psychanalyse, j'ai envie de dire. Tu vois, ça a du sens. Oui. Mais dans l'absolu, il faut qu'il y ait une tierce personne qui ait un autre regard, qui ait du recul. Je peux parler, par exemple, moi, je le fais avec plaisir avec des étudiants. Parce que j'explique d'où émane ma démarche. Mais après, ce qu'on y voit, c'est pas à moi de dire ce qu'on doit y voir. Alors, c'est marrant que tu parles de ça parce que j'ai revisionné, pareil, en préparant notre rencontre. J'ai lu beaucoup les articles qu'on a écrits de toi. J'ai revisionné pas mal de vidéos, tout ça. Et je m'étais faite la remarque en me disant, quand t'as débuté seule, ok, tu disais on. Oui. Et le jeu est venu très tardivement. Oui. En sachant que maintenant ça s'est développé et que là vous êtes on. Oui. Alors on m'a beaucoup fait la remarque. Ah, c'est cool. Je me suis cachée derrière des psys, c'est des psychiatres, je te promets. Et en fait, oui, je me cachais derrière le on pour ne pas dire je. Je pense que c'était d'abord pour la légitimité. Je me disais, à juste titre ou pas, parce que là, ça fait 13 ans, donc j'ai mûri entre-temps. Ouais. Mais quand j'ai commencé, et puis j'utilisais, on en parle tout à l'heure, mais la béquille du design comme vraiment béquille pour pouvoir vraiment avoir des sous. Quand j'avais des mails avec des clients, H, Zazoua, je signais, donc ils arrivent, bonjour. On était à Hydra à l'époque, bonjour. J'ouvre la porte, je les reçois, et ils attendaient le H. Ça pouvait être qu'un homme, ça pouvait pas être moi. Ça devait être Habib, Houssine, qui tu veux. Mais voilà, et là, je réponds, parce que tout à l'heure, j'ai pas totalement répondu à ta question, la place de l'art, pour moi, comme j'ai les deux casquettes de designer et d'artiste, j'ai eu aussi des remarques cinglantes de... Je sais pas si on peut dire connasse, non, ça se dit pas. Si, on peut dire de connasse. Voilà. Oui. Qui m'ont fait cette remarque lorsque j'ai créé Monsieur Slibar et que j'ai dit Monsieur Slibar va devoir vendre son corps pour financer l'art. Et puis il va devoir vendre le corps de sa femme. Et les gens ont dit mais elle est folle. Et puis après la posture, ça a pris des mois. Après j'ai dit faut-il vendre son corps pour financer l'art en Algérie? En fait, c'était pour le coup une douleur tripale. Et on a expliqué qu'aucun corps n'a été vendu pour cette performance, mais nous avons vendu le corps de Monsieur Slibar sous forme de pochette parce que c'est ce qu'est Brocard. Brocard, c'est à un moment donné de se dire on va contaminer les objets design avec les créations art et on va se servir du design comme béquille pour financer l'art. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on n'a pas compris la différence entre art et design, la différence est monumentale. L'art et le design c'est des faux amis. C'est-à-dire que oui, il y a de l'esthétique un peu dans le design, évidemment. Sauf que l'intention dans le design et l'intention dans l'art sont diamétralement opposées. Le design, tu es au service, on va dire, d'une fonction. Ça peut être ton stylo, ta chaise ou l'avion aéronautique ou tout ce qui a... tout ça, c'est du design. Tout ce qui a une fonction. Donc, sous-entendu, un client. Parce que cette chaise, c'est pour que quelqu'un s'assoie dessus. Alors la chaise encore, c'est ce que je fais moi. À la limite, je m'en servirai que moi, c'est pas grave. Mais si tu vas aller sur un hôpital, il faut que tu aies une commande. Il faut que tu aies un client. Donc, dans l'inconscient, enfin l'inconscient, c'est plus que l'inconscient. Derrière le design, tu es au service d'un client. Quand ça n'enlève en rien l'ingéniosité du geste, l'esthétique et tout ça, mais voilà, l'intention est là. Tu résous des problèmes qui sont des problèmes de fonctionnement, de vie, concret. L'art n'est pas censé d'abord n'est pas censé être fait pour plaire. Exactement. C'est témoignage de son temps. Tu peux témoigner en écrivant, tu peux témoigner en étant je vais le dire pas, sociophobe, ou tu peux produire des pièces, des installations, la poésie je l'intègre dedans évidemment, et tu es témoin de ton temps,
il y a de toi dedans, évidemment, parce que c'est de ton prisme à toi. Et ce qui est très paradoxal, c'est que ce n'est pas fait pour plaire, donc non pas forcément pour être vendu. Et ce qui va faire que ça soit vendu, c'est en général, c'est que ça prend du temps. C'est bien après, on se rend compte de ce que ça vaut. Et dans les pays un peu plus industrialisés, on comprend de la nécessité de cette soupape de sécurité qui est l'art, qui nous alerte sur des choses, qui peut aussi en fait ou démystifier ou dire des choses avec couleur, mais parler quand même de la société. Et donc il y a des structures qui sont là pour payer des gens, pas pour un rendu, donc pas pour le design, je veux aller sur Mars, non. On va travailler sur cette problématique, mais on ne sait pas quel résultat on va obtenir. Donc payer pour de la recherche. Et c'est là où ça reste sain. Si on paye pour un résultat infini, c'est de la commande et tu deviens fou du roi. Donc ça dépend comment on aborde l'art. Mais l'art, pour moi, doit être engagé. Ça ne peut pas être autrement. Alors même si c'est pas conscient, c'est-à-dire que à partir du moment où tu t'exprimes aujourd'hui en tant que Henya sur la position sur une femme dans la société, tu la dessines, tu la décris, donc tu positionnes ton art quelque part. Après, évidemment, moi, tel que je le fais, ça va encore un peu plus loin, puisque je titille plein de choses. Je fais référence au foot depuis longtemps, l'opium du peuple. Je joue du fantasme de comment ça s'appelle, la main étrangère. Donc, je la mets manicurée, j'ai une main qui brode, etc. Et du coup, les artistes que j'aime, et que j'aime exposer, ce que tu disais tout à l'heure, donc j'ai galéré longtemps, c'était caché derrière le on. Maintenant qu'il y en a d'autres qui apparaissent et que une de mes plus grandes fiertés, c'est de dire nous pouvons dire non, nous sommes plusieurs. Aujourd'hui, ce qui est bien, c'est que les artistes que j'expose sont ceux qui ou ont de l'onirisme quelque part, ou en tous les cas qui ont un discours très très engagé. Et la main étrangère manicurée, le rose, le beau. Est-ce que le beau, l'esthétique, c'est un engagement aussi? Ah, mais qu'est-ce que le beau et qu'est-ce que l'esthétique? C'est clairement... moi, je dis clairement que, pour ma part à moi... alors, c'est ce qui me vient naturellement. Il y a de l'amusement. Moi, je peux pas... concevoir sans qu'il y ait ce côté où je m'amuse, la mise en danger un peu, mais c'est aussi jouer c'est de la stratégie. Il y a un côté stratégique, c'est-à-dire que j'ai eu aussi spontanément, ce que je te disais, mes premières créations en tant qu'artiste étaient absolument pas dans de la couleur, mais elles étaient quand même hyper esthétiques. Oui, c'est ça. Et c'est de se dire, c'est un peu comme nous, comme les êtres humains, dans notre évolution... à un moment donné, c'est aussi peut-être pour attirer l'attention. Tu te dis, peut-être que si on s'en émancipe à un moment donné du regard de l'autre en tant qu'être humain, mais tu te dis, ton œuvre, si à un moment donné, si on a besoin de la regarder, il faut attirer par quelque chose. Alors, après, qu'est-ce qu'on appelle esthétique? Le lait, ça peut être très esthétique aussi. Tu vois. Donc, l'esthétique, à mon avis, il est omniprésent. Même moi, les discours qui... Oh là, on va sur un espèce de lâcher prise non, mais c'est aussi une stratégie. Finalement, c'est aussi une stratégie. Donc, oui, ça me paraît je sais pas si c'est indispensable, mais omniprésent, en tout cas, dans les pratiques artistiques. Après, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on le fait parce que on a hérité de ça et qu'on pense que voilà, c'est ça qui est beau, ou est-ce que à un moment donné, on part sur moi, je sais que je me suis un peu posé cette question, ce que je te disais tout à l'heure, c'est pas fait pour plaire, mais il y a l'ego qui est quand même là, et tu te dis je m'en fous, mais même on a plus que je m'en fous si ça va plaire, je m'en fous, de toute façon ça se vendra jamais, tu vois, donc on s'en fout, mais à un moment donné tu te dis j'aimerais quand même que les gens rentrent dedans, alors pas pour moi, pas pour l'œuvre en elle-même, mais pour se dire les gars, voilà une nana qui va vous parler sur ce qui vous paraît être beau, sur la mobilité, sur l'identité, sur le foot opium du peuple, sur toutes ces questions-là que vous pensez peut-être
ne pas émaner de l'image que je peux donner dans l'absolu, j'ai envie de dire civilement, comme je suis ni princesse Azou, et oui, donc du coup, ça devient des éléments de langage, voilà, mais qui peuvent changer. Oui. Alors, quand une personne lambda vient voir Brocart, qui n'est pas du tout habitué, ou même si on est habitué à aller voir des expos, est-ce que Alors, ma question, elle est double et un peu fouillie. Tu prends des risques. Voilà, c'est ça. En tant qu'artiste, est-ce que ton rôle aussi, c'est de donner les clés à tes visiteurs pour qu'ils comprennent l'objet onirique, la symbolique et le 22e, voire le 30e, voilà. Alors, c'est là où le on et le je, et où il y a eu comme ça des confusions de genre, mais volontaires, assumées, et c'est là où je suis totalement consciente, en tous les cas, j'ai envie de dire de ma qualité hybride, et même schizophrénique, mais vraiment, mais pas dans le sens pathologique du terme, mais dans le sens où j'ai vraiment dû me dédoubler. C'est-à-dire que lorsque, même les gens m'ont dit, mais au début, puisqu'il n'y avait pas en plus de relais pour expliquer, mais on comprend pas, il y a Brocart, il y a Princesse Azou, c'est quoi, quelle est la différence? Et j'ai dû expliquer, non, une, c'est moi, c'est ma pratique, l'autre, c'est un univers qui peut accueillir d'autres, qui peuvent accueillir d'autres que moi, et ça, c'est le lieu, et c'est volontairement fouillis, hein. Et puis, la mayonnaise prend doucement, et les gens comprennent plus ou moins. Moi, j'ai squatté, en l'absence je prends toujours des chemins de traverse, pardon, pour répondre. Mais c'est bien. En fait, quand tu as dit monsieur, madame, tout le monde qui viennent, ou même un gars lambda qui vient, on en a eu beaucoup, fort heureusement, et on les adore d'ailleurs. En l'absence du critique d'art ou du journaliste culturel, pas absence totale, hein, les gars, je sais qu'il y en a quelques-uns qui ont écrit, merci beaucoup, t'as comme ça, on capitalise pas, mais tant pis. J'ai dû squatter le 2.0 à fond. Oui. Et donc, j'adore écrire, mais je m'étais dit, attends, mais tu vas écrire, tu vas saouler les gens, on va mettre des images. Et paradoxalement, mes images, j'ai toujours droit à des likes, mais parce que c'est joli. C'était pas ça le truc. Oui. Bon, c'est pas grave. Mais en tous les cas, on a réussi à faire venir les gens. Ouais. Et on a été nomades, on l'est toujours. On a bougé, je t'ai dit, à cause des quelques-uns qui ont bien écrit, donc on a dû bouger. Et là, on est dans un appartement. Déjà, le contexte en soi, quand tu sonnes, que tu rentres à Issue 98, qui est le lieu qui accueille Brocart, quand tu rentres, que tu aimes l'art, que tu n'aimes pas l'art, machin, t'as des Madeleines de Proust, t'as des carottes ciment, t'as l'impression d'être chez quelqu'un, est-ce que je dérange pas? Presque, tu te dis. Oui, c'est ça. Est-ce que je peux m'asseoir sur une chaise? Est-ce que c'est une œuvre d'art? C'est ça, je peux poser mon sac. Voilà, c'est vraiment des questions qui reviennent assez régulièrement. Donc on laisse en général prendre un petit temps de respiration et on tâte le terrain. Est-ce que les gens connaissent ou pas? On vraiment, alors que ce soit moi ou Kenza qui reçoit, qui a été formée en tant que médiatrice justement pour expliquer un peu les choses. Et donc nous en général on explique juste que c'est un lieu d'art qui est volontairement dans un appartement et que notre idée à nous c'était de désacraliser le côté galerie. Et que le fait que ce soit dans un appartement, on peut tout envisager chez soi ou ailleurs, mais on humanise un peu ce qu'il y a autour. Donc presque on tolère c'est joli, on les tolère. Et à un moment donné, en général, on commence avec l'histoire de... Les gens viennent parce qu'ils ont vu Monsieur et Madame Slibar. Alors, pour ceux qui connaissent pas, de gros... des avatars, des gros nounours, corps humain, avec des slips, taches de pipi, et ils sont un peu crades, mais très drôles, ronchons, eux, mais du coup, les gens se prennent en photo, et c'est devenu les mascottes, et les gens viennent, et ne savent absolument pas pourquoi, bien sûr. Pour eux, c'est juste un peu régressif et on se prend une photo. Ouais, c'est amusant. Et on leur explique que ce sont eux qui ont dû vendre leur corps et machin et tout. Et quand on dit faut-il vendre son corps pour financer l'art en Algérie, en général, on se pose. Et donc, on les laisse faire un tour. Et évidemment, on n'échappe pas à c'est joli. Et évidemment, on donne un peu des clés. Il y en a qui repèrent des choses. Ça te dérange qu'on te dise c'est joli? Oui, ça m'a longtemps dérangé. Quand il y a juste un point derrière? Voilà. Ouais.
Voilà. Parce que, évidemment que je suis pas naïve, puisque j'ai utilisé les ingrédients de ces jolis. J'ai utilisé tous les ingrédients, mais avec même grosse boulimie volontaire et amusement, et je le sais très bien. C'est juste que des fois, tu vois, quand tu dis non, finalement ça a pas pris non vu que ça. C'est super gênant, mais c'est vrai que dès que tu commences à donner quelques clés, les gens sont là. Oh punaise, mais j'avais pas vu. Mais alors moi j'ai quelques questions. Alors pourquoi les mouches? Les gens se disent c'est très beau. J'aurais pu l'acheter, mais s'il n'y avait pas eu les mouches. Le ballon, c'est ballot, mais pourquoi il y a un ballon? Mais ceux qui effectivement connaissent les clés, les reconnaissent après, et ça ça se passe très très bien. Et après t'as les œuvres des autres artistes où effectivement il faut des clés, mais c'est des styles totalement différents esthétiquement, hyper esthétiques pour le coup, mais très très différents, mais où t'as de l'humour, du décalage, du cynisme limite, mais où ça prend très vite quoi. Tahan, ouais, c'est ça, j'allais le dire. Le tahan, il est bien. et très sincèrement, moi, l'œuvre, lorsque je l'ai vue la première fois, je la regarde, je lui dis, oui, Rahan, et il me dit, regarde bien. Et en fait, il a suffi d'un petit détournement, le R en T. Et en gros, au-delà du fou rire et du tacle, parce qu'en gros l'idée de Rahan, bon c'est pas mon œuvre, c'est l'œuvre de Sven qui est un artiste, alors il se fait appeler Sven justement parce que dans l'inconscient un blond, et donc un blond aurait plus le droit de dire des choses qu'un Mohamed et un Ja'far. Bien sûr. Et c'est toujours en rapport aux critiques d'art, c'est-à-dire on se sent inaudible nous en Algérie, et moi j'ai réussi à être audible une fois que j'ai exposé à Londres et à Marseille. Je suis pas mécontente de ça, je crache pas dans la soupe, et c'est même pas à eux que j'en veux, mais j'en ai marre de devoir être validée par l'homme blanc, j'en ai marre. Alors que maintenant, je suis à fond dans algérienne, maghrébine, africaine. Et j'ai rien contre l'Occident. Demain, si on a des collaborations à faire, mais d'égal à égal. Mais on se réapproprie notre culture. D'égal à égal. Et donc, Sven, ce qu'il me racontait par rapport à l'entrée en matière de son expo avec Rahan, il me disait, j'adorais, quand j'étais gamin, en plus, il lui ressemblait en négatif, c'est-à-dire brun. Et les gens l'appelaient Rahan, en fait. Ah oui, d'accord. Et du coup, certains de ses profs l'ont toujours appelé Rahan, ils l'ont reconnu. Un grand critique d'art en Algérie, alors le grand monteur du design et de celui qui décide qui est artiste et qui n'est pas, il est venu voir l'expo, il m'a dit c'est extraordinaire cet artiste, il est dingue. Il me fait, on voit tout de suite quand c'est pas un Algérien. Et je lui dis non seulement c'était un Algérien, mais c'était votre étudiant. Pardon. Et en fait il me disait, quand j'ai commencé à avoir 20, 25, 30 ans, j'ai commencé à remarquer mais c'est quoi cette suprématie du blond, y compris dans la jungle. Robinson Crusoe, pareil, c'est Vendredi qui décide, qui fait tout, mais c'est Robinson Crusoe qui sait tout. C'est voilà. Et on nous sert ça. Donc il a fait pareil avec Disney, avec son Anonymous et son Mickey Mouse. C'est du prêt-à-penser dans les biberons, et on revient à ta question finalement qui est très pertinente, c'est l'esthétique qui est tellement super bien faite chez Disney. Tu te fais avaler la pilule que le bronzé, le basané va être le sous-fifre, que l'axe du bien et l'axe du mal, c'est l'axe du blanc et l'axe du noir. Et c'est parce que il y a la maîtrise de l'esthétique finalement. Bien sûr. Tu vois. Bien sûr. Et oui, ça me gêne quand on dit c'est joli. C'était ça la question. Oui. Non, ça te gêne quand on dit c'est joli. Point. Voilà. Quand on va pas c'est joli. Oui. Oui, c'est ça, c'est ça. Et puis c'est aussi à un moment donné, quand j'ai commencé par design avant de faire art, je rassure tous ceux qui ne connaissaient pas la différence entre art et design, que moi je me la suis prise en pleine figure quand j'arrive à l'école d'art d'Aix, et que certains profs, quand ils ont su que j'étais majeure de promo en design, ils me disent mais qu'est-ce que vous faites là? Alors que j'ai passé un concours et que je l'ai eu, j'ai envie de te dire, je suis passée par une commission, ils me disent mais quand même, ils ont accepté une étudiante qui vient du design, alors que vous faites de la prostitution, parce que pour eux, on travaille pour des clients. Bien sûr. Et donc, je me suis dit, mais c'est quoi ce truc? Et là, j'ai rencontré un être formidable, extraordinaire, qui s'appelle Christophe Berdaguet. D'accord. Et qui m'avait fait, il m'avait fait comprendre ça, notamment avec un artiste qui s'appelle Faustino. Je vous invite à regarder son travail, qui est un architecte, qui était à l'époque, dans les années 2000, jeune architecte, émigré italien, donc franco-italien,
et qui avait fait la Biennale de Venise d'architecture. C'est la référence, tu vois. Et c'est de l'architecture, là, les grands noms d'architecture et tout ça. Et lui avait été sélectionné. Il arrive avec une œuvre qui, jusqu'à présent, me marque. En fait, il a proposé une mini-architecture, parce que l'architecture, je me rappelle, mon prof Yahi disait, elle peut être aussi bien dans une poignée de main que dans une immense architecture, dans une grande bâtisse. En fait, c'était comme une valise, en fait. D'accord. Dans laquelle cette valise pouvait contenir un être humain, recroquevillé, en position fétale, hyper technique, c'est-à-dire avec la possibilité de respirer dedans. Tout était technique, avec des matériaux de dingue, super esthétique. Elle se ferme comme une valise, mais elle a la forme un peu comme ça. On se demande ce que c'est, mais on devine un peu la position fétale. Tu la fermes et cette valise peut aller n'importe où dans le monde. Ouais. Sauf que celui qui est dedans a besoin d'un passeport pour pouvoir voyager. Exactement. Sauf s'il voyage en soute. Évidemment qu'il peut pas voyager avec les scanners et tout ça, mais c'était l'image. Et là, c'était une des rares fois où l'art et le design pouvaient coexister sur un fil. Voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'il y avait le côté hyper technique du design. Maintenant, c'est-à-dire que là, la fonction était philosophique. C'est ça. Ouais. Tu vois ? Et tu me disais, alors pourquoi je suis allée là-dessus ? C'est pas grave, moi j'ai une question. Quel est ton signe astrologique, Hania ? Balance, ascendant, Cancer. D'accord. Et quel est le signe astrologique de Princesse Zazou ? J'y ai jamais pensé, mais je pense que déjà Balance, ascendant Cancer, c'est déjà ça aussi. Mais peut-être qu'elle pioche un peu partout, je pense. Ouais. Je pense qu'elle se balade. Ouais. Elle est née quand ? En fait, comment est née Princesse Zazou ? Parce que là, on a vu un peu ton parcours de Hania. Oui. Princesse Zazou, elle est née comment ? Elle est née quand ? Elle a fait quoi ? Et elle est où ? Alors, elle est née quand ? Je pense que très précisément, je sais quand est-ce qu'elle est née. Quand justement j'ai terminé mes études des Beaux-Arts à Alger, que j'avais démarré avec beaucoup de souffrance, parce que voilà, j'avais pas de légitimité, y compris pas des profs, mais des étudiants, machin et tout. Et puis je suis devenue boulimique, j'ai commencé à beaucoup lire, à intellectualiser. C'était aussi une béquille pour moi, pour trouver une légitimité, et puis savoir dessiner, et puis à regarder plein de choses. Et peut-être la légitimité à l'époque, ce n'est plus le cas, je la cherchais aussi dans le cercle familial, donc tu vois. Bien sûr. Et quand j'arrive à Aix, je n'ai même pas préparé mon voyage comme il se devait. Alors j'étais amoureuse en plus, donc on était partis aussi sur une note. On venait de se marier, mais sans se marier, c'est-à-dire qu'on avait fait le truc civil, la fête et les papiers. À un moment, j'ai dit qu'on avait fait les papiers, t'inquiète. Et on part, et en fait, on avait une mort dans la famille, donc moi, j'ai pas porté la robe blanche. Donc, dans ma tête, il y avait pas il y avait pas. La symbolique n'était pas là. Alors, on le fera peut-être un jour avec Sarah Lou, qui a 13 ans. C'est bien. Ouais, c'est en projet. Et donc, du coup, quand je suis partie, on arrive, on était donc on se retrouve à Aix, dans un studio. La première fois que je me lève, c'est moi qui suis responsable du petit-déj, nous deux, mais je veux dire pas ma mère, c'est surtout ça, pas ma mère. J'étais, alors ça se voit pas, ni c'est sonore, mais toi non plus, ça se verra pas, j'étais anorexique à la base. D'accord. Et donc ma mère rêvait que je puisse prendre quelques kilos, donc le petit-déj arrivait dans la chambre, et quand moi je lui arrivais à rien avaler, donc elle me mixait des bananes, du miel, tout ce qu'elle pouvait, je sais pas quoi dedans, pourvu que je boive et que ça passe et tout ça. Et là, c'était la première fois où je devais me lever le matin, penser à comment travailler, comment bosser, donc j'ai galéré d'abord pour louer, parce qu'il fallait, je découvre ça, moi j'allais régulièrement en France, à l'étranger, comme touriste. Et pendant les vacances. Et puis, kiff. Et puis même là, même quand on a été visiter des apparts et tout, c'était ok. Et quand t'arrives, ils sont persuadés que t'es pas algérienne, parce qu'ils ont aussi l'image et le cliché de qu'est-ce que peut être algérien. Et je dis, mais on vient d'Alger. Oui, mais avant vous étiez où? On vient d'Alger, les gars. On arrive d'Alger. Et c'est des expatriés, qui rentrent. C'est ça, qui rentrent, ils sont un peu déboussolés. Et en fait, il fallait une caution.
c'était la galère. Et moi, avec mes réflexes d'Algérienne, j'ai dit, mais moi, j'ai économisé, parce que j'avais bossé en tant qu'étudiante, et mes parents m'avaient donné un peu de sous, et j'ai dit, mais j'ai de quoi payer l'année. Et les gens me regardent scandalisés. C'est quoi ce truc? Qu'est-ce qu'elle veut? En espèces. Oui, en cash. Après, je leur explique, ils me disent, c'est interdit. Je dis, mais on peut bloquer dans la banque. Ça n'existe plus. Ça, c'est pas possible. La mafia, c'est fini. Arrêtez, madame. Un Indien dans la ville, tu sais. Ça a été alors déjà, premier succès de pouvoir avoir cet appart. Et pareil, hein, je pense que l'intuition a fait partie de ma vie. Au début, je le savais pas, maintenant je le sais. Mais en tout cas, là, ça a toujours fait partie de ma vie. Et dans les différentes choses qu'on a visitées, différents espaces, celui-là, j'étais rentrée et je savais que ça allait être là. Ouais. Je savais. Et autant dans les autres où je disais peut-être, et quand on me disait non, j'étais pas très déçue. Et là, même s'il y avait des difficultés, je savais qu'on allait y arriver. Ça t'a fait la même chose pour Issue 98? Partout. Ouais, c'est ça. Partout où j'ai été, c'est parce que je savais. Et par exemple, à Clairbal, on nous a fait à l'espace où on était atelier, on a tout refait. Je me rappelle donc... Nassim qui était avec moi, il me disait mais attends, tu vas pas faire tes travaux. C'est son chouchou. C'est mon chouchou. On arrive dans un espace, il me dit mais en fait j'arrive pas à trouver d'espace qui me plaisait, aucun. Et celui-là était brut, donc il me convenait, il y avait des choses à faire. Et on a fait des travaux. Il me dit mais tu fais des travaux, c'est pas chez toi. Ouais. Et la dame nous a fait vraiment un gros coup parce qu'on n'avait pas formalisé ça sur papier. On part sans rien. Et pour moi c'est pas grave. C'est-à-dire que oui, on s'est fait avoir sur le plan je dis astral, humain. Oui. Mais moi, les années que j'avais passées là me convenaient. J'avais besoin de cet espace tel qu'il était. C'est pas une perte. Ça a été une belle expérience. Tu vois, même si après je dois partir, je savais que j'avais besoin d'être là à un moment donné. Et là, c'est pareil. Il y a de bonnes ondes et tout ça. Et donc, une fois qu'on a eu l'appart, ça a été compliqué et tout, évidemment, il fallait financer le truc parce que, évidemment, j'avais un peu de marge puisque je pouvais payer, j'avais mis des sous de côté. Après, je me suis dit, maintenant, il faut, tu vas pas tout manger et rester sans rien. Il fallait trouver du boulot. Et, alors, pas enfant unique, mais fille unique, avec le petit déj qui t'arrive au... T'avais quel âge quand t'es partie? J'avais 23 ans. Ah, tu t'es mariée jeune. Oui. Ah, c'est oui, je me suis mariée jeune. Ouais. Et en fait, j'ai bugué en te regardant parce que pour moi, non, il n'y a pas longtemps. C'est vrai, parce que... C'est vachement bien. Quand j'étais là-bas, en fait, quand on a fait l'école d'art d'Aix en même temps, mais lui, il n'est pas resté beaucoup à Aix. Et donc mon époux, mon mari, je n'avais jamais dit mon mari. Et c'est pas que on le sentait pas, c'était mon ami. Oui. Mais pour moi, ami, c'était plus fort que mon mari. Oui, bien sûr. Tu vois, pour moi, c'était beaucoup plus fort. Ouais. Et comme j'avais pris ce pli-là, quand je suis rentrée plus tard à Alger, que je disais mon ami, ma mère était scandalisée. Arrête de dire mon ami, c'est ton mari. Je me dis mais attends, si les gens posent la question, je peux sortir livret de famille, t'inquiète. Tu vois. Et c'est en fait, donc je regardais les annonces. Enfin, moi, je découvrais. C'est pas tant la ville que j'avais découvert, c'est moi dans la ville. Un Indien dans la ville, t'as besoin. Oui, c'est ça. C'est comment. Et par exemple, moi, je suis Gaston Lagaffe, j'arrive pas à me repérer. Et pourtant, quand la réglementation est bien faite, je me repérais partout. Je savais quel bus il fallait prendre, je prenais le vélo, je respirais. Et donc, je faisais nounou. Oui. Moi qui n'ai jamais eu de frères et sœurs, et j'ai fait ça avec un amour pas possible. Ils m'ont rendu ça, mais là je communique avec certains, un garçon et une fille, parce que j'ai fait 3 familles, la dernière famille en l'occurrence, mais tous étaient restés des amis. Aujourd'hui c'est des universitaires, ça me fait un truc, et c'est dingue, hein, parce qu'on se voit sur Facebook, et moi je vois les enfants, je les regarde et je les vois encore petits, et c'est là que Princesse Azou est née. Pourquoi? Alors, mon papa m'a toujours appelée princesse, c'était mon nom, quoi, princesse. Je pensais que c'était mon prénom. J'arrive à l'école, je découvre que princesse, je m'appelais pas princesse, et que pire, je m'appelais même pas Henia, parce que sur les papiers, c'est écrit Rania. Ah. Et moi, non, j'ai pleuré. Donc, il fallait leur expliquer. Donc, on négociait pour le Ha, donc ça, c'est toujours écrit Henia. Oui. Et moi, je négociais pour princesse, alors qu'il n'était pas question. Et Zazou, parce que je savais ce qu'était un Zazou, et que c'était Zazou sans le A, Zazoua, qui était mon nom. Et c'était pour moi
Alors, j'éprouvais du plaisir à faire ce que je faisais, c'est-à-dire, imagine-toi, me lever à 7h du matin, prendre le vélo, aller chez les enfants, les emmener à l'école, puis aller à mon école, puis sortir et les récupérer de l'école. Puis, alors, en général, donc, ils sortaient à 16h. Ça voulait dire que, voilà, je ratais les sorties avec les copains et tout, donc je me rattrapais un peu le soir. Ouais. On essayait de se revoir, mais c'était une ville qui était très calme. Jusqu'à pas d'heure, tu peux circuler, voilà. Et c'était pour moi... et puis après, j'avais pris un autre travail qui était... Il n'y a pas de hasard non plus. Hein, qui était... comment ils appellent ça? Ils me disent gardienne. Je gardais une mamie de 95 ans. Oui. Qui était un personnage, cette femme. Corse. Ah, trop bien. Jamais de sa vie, elle a pris de médicaments. Ouais. Jamais, jusqu'à 95 ans. Là, elle s'était faite opérer. Et il fallait absolument qu'elle prenne des médicaments. Ils avaient essayé plein de filles. Personne, elle les refoulait toutes. Et je crois que mon atout à moi, c'est que c'est une dame qui raconte sa vie, qui radote, qui avait toute sa tête, hein, mais elle radotait. Ouais, radote, ouais. Ses enfants, on avait marre de ces histoires, et puis forcément, c'était pour se plaindre des uns et des autres. Et que moi, j'adorais ça. Ouais, c'est ça. C'était un cadeau béni. Vous êtes sûr que vous allez me payer pour ça? Donc, elle me payait pour que je reste avec elle, en fait, que je passe la nuit avec elle, que je l'écoute, qu'on sorte se balader ensemble. Alors, elle avait... une infirmière qui passait 2 fois par jour, et elle avait une femme de ménage qui passait l'aider, et tout le reste, elle faisait seule. Non, je crois qu'elle passait 2 fois par semaine, la femme de ménage, mais c'était pas possible. Et elle cuisinait seule. Le moment de cuisine, et c'est là que j'ai compris que c'était important pour elle, même pour que sa mémoire, en fait, parce qu'elle se rappelait les temps de cuisson et tout. C'est elle qui m'a appris à faire le couscous. Ouais. Tu vois, c'est une Corse qui a appris... Par contre... Ouais. Alors, c'est un mythe, mais qui s'est vérifié avec elle. Elle était raciste. Hein. Ouais. Et il fallait pas lui dire que j'étais algérienne. Donc, pour elle, Ania, mais pas algérienne. D'accord. Elle n'arrivait pas à me situer. D'ailleurs, elle me disait, vous, les pointus. Et pour elle, les pointus, c'est les Français, en fait. Ouais. Et moi, ça me faisait rire. C'est la première fois qu'on me dit ça. Et donc, elle me racontait sa vie. Et je faisais le parallèle avec ma grand-mère. Le nombre d'enfants... travailler la terre, la dureté de la vie. Aix, c'est une ville où tu payes pas d'eau, alors que elle, il n'était pas question de l'eau du bain, et devait aller aux toilettes ou quelque part, parce que c'est parce que c'était des principes qu'elle m'envoyait. Je me rappelais quand j'étais gamine, alors que j'avais quand même une petite jeune fille, elle m'envoyait chez les voisines pour leur emmener les fraises du jardin, ramener un gâteau, et comment elle va un tel, et un jour elle me dit Ania, s'il vous plaît, vous pouvez aller voir Jacques. Je lui dis, mais mamie, c'est lequel, Jacques? J'arrive pas à voir lequel. Elle me dit, c'est le jeune? Oui, le petit jeune, là. Et je lui dis, mais le petit jeune, non, il y en a pas. 70 ans. Petit jeune, là. Oh, 70 ans, d'accord. Oui, hein. C'était trop drôle. Une génération d'écart. Pour moi, c'était là qu'était née Princesse Zazou. C'est-à-dire de pouvoir enfin m'assumer en tant qu'être, en tant que femme, en tant que princesse, mais pas de Disney justement, mais vraiment, quand tu dis un prince, un chevalier, c'est compris ce que c'est. Quand tu dis princesse, bon là-bas ça c'est bien compris, mais ici c'était c'est la petite princesse, la petite précieuse, et c'était pas du tout ça. D'ailleurs à un moment je disais plus princesse Zazou parce que c'était limite mauvaise connotation, et maintenant ça me gêne plus de le reprendre parce que je vais pas dire parce que, je me fiche de plus en plus du regard des autres. Ouais. Tu vois, je m'émancipe aussi de ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'avais des coups où les gens disaient, mais pour qui elle se prend, celle-là? Carrément. Princesse. Alors que pour moi, c'était ça, c'était bosser le matin, bosser le soir, mais... Alors ma mère je parle beaucoup d'elle parce que là je pense qu'il y a des choses à régler par contre. Mais elle était très inquiète pour moi et pleurnichait lorsqu'elle me voyait un peu... Je travaillais sur les vêtements, donc c'était un travail esthétique, de travail, tu vois, où je cousais les choses sur moi, c'était du work in progress, et c'était ce que je te disais dès le départ, comment utiliser un non-savoir-faire pour en faire quelque chose, mais avec conscience. C'est comme les enfants qui dessinent, on te dit c'est de l'art, non, c'est pas de l'art. Ce qui est de l'art, c'est quand tu es conscient de cela. Donc je faisais ça avec conscience. Elle était venue un jour, elle m'a dit, mais tu n'as rien à te mettre. C'est pas possible. Mais t'aurais pu me dire. Mais non, c'est un projet. Il fallait que Elle n'arrivait pas. Et c'est elle qui m'avait ramené le FOTA, qui m'avait ramené plein de choses après. Voilà, que j'ai fait connaître. Il n'y a pas de hasard. C'est grâce à ça que j'ai fait connaître à ma copine anglo-française, le FOTA, qui m'a dit, mais moi je l'avais mis de côté. Je me dis, pourquoi elle a pensé à ça? C'est folklorique. Et ma copine me dit,
il est magnifique. Je lui dis, mais de quoi tu parles? Elle me dit, le Fota. Je lui dis, mais... Alors moi, j'avais toute l'image qu'il y avait derrière. Mais elle, pour le coup, elle avait vu le design. Elle me dit, mais c'est très beau. Et c'est là que je me suis rendu compte que c'était très beau. Bien sûr. Et en rentrant en Algérie, en tant que femme, pour le coup, en regardant ces femmes, tu te rends compte que c'est des warriors. Et là, tu as de la fierté. Avoir de la fierté juste parce que les gens te disent je suis fière parce que je suis algérien. D'où t'es fière? Tu es pour rien. Mais fière de ce que tu peux accomplir ou de ce que tes grands-parents t'ont inculqué, oui, pourquoi pas. Donc voilà, Princesse Azou est née vraiment quand j'ai commencé à exister en tant qu'indépendante d'abord de mes parents. Dans une autre ville. J'étais fille unique pour les cousins et les cousines. J'avais la casquette parce qu'ils me connaissaient pas, je leur parlais pas, j'étais tout dans ma bulle, je dansais dans ma chambre. J'avais un grand frère qui me permettait, qui lisait beaucoup. C'est vraiment un gars qui est un érudit et moi je disais, je connaissais beaucoup de choses par osmose. En fait, lui lisait, m'expliquait, et moi je prenais. Et pour eux, j'étais enfant gâté, incapable de t'extraire. De m'extraire, non, mais surtout d'exister seule, autonome. Et ce qui était pour moi schizophrénique déjà à l'époque, c'était ce que je faisais moi, mais ce qu'on m'imposait de faire. C'est-à-dire qu'en plus, je ne pouvais pas dire à certains que j'étais algérienne, je ne voulais pas dire à d'autres que j'étais algérienne, parce que je ne voulais pas que, parce que t'es algérienne, parce que t'es pas algérienne, je me rappelle, les étudiants ne savaient absolument pas que j'étais algérienne. Et un des profs qui me dit, donc le Christophe Perdaguet en question, qui est une sommité, Perdaguet et Marie Péju, durant les semaines thématiques, arrivent dans l'école en fait, et ils présentent leur travail, et s'ils sont intéressés par des étudiants, restent 1 mois ou 1 mois et demi à suivre cet étudiant. Ils en avaient choisi 3 dont moi. Et moi je venais d'arriver à l'école, et ils leur disaient, donc eux ils étaient Perdaguet parmi nous, et il leur disait, j'ai repéré une coréenne, qui ne connaissait pas ma nationalité pour le coup, une autre, et un garçon, et je voudrais vous les présenter. Donc on fait les affichages, et le prof, je me rappelle très bien, monsieur Biagini, je me rappellerai toute ma vie de ce truc. Et puis moi j'arrivais d'Alger, d'Alger, et puis toutes les années 90 à fleur de peau, et puis de vouloir vraiment m'affirmer en tant que qui j'étais. Et je travaillais sur... et puis on venait de me dire designer, prostituée, machin. Donc il fallait que je trouve un projet qui était sur le fil entre les deux. Et Christophe m'avait aidé à ça. Et donc c'était à habiter les interstices. Mais c'était vraiment un projet très hybride en fait. Et ils ont blémi quand dans les 3, il n'y avait pas leur chouchou, il y avait cette Algérienne qui venait de débarquer. Et il me dit, il fallait quand même dire, Anya, il fallait quand même dire, parce que lui, il n'arrivait pas à dire qu'il y avait une Algérienne dans le groupe. Et il fallait quand même dire que tu es quand même algérienne, et puis tu nous as pas dit ta position, en tant qu'Algérienne musulmane, ta position sur le nu. Alors je le regarde. Ah oui. Alors, par quoi commencer? Algérienne, je dis, je pense que effectivement c'est écrit dans mon dossier scolaire, sur mon passeport, on est d'accord. Je dis musulmane, je ne pense pas avoir fait la confession ma confession. Il me dit, pourquoi vous n'êtes pas? Je dis, mais je savais pas qu'il fallait que ça se discute, monsieur, je refuse complètement autour d'un café peut-être, mais là je vois pas l'intérêt. Et je dis, alors j'ai fait ma conne, j'ai dit, pardon, mais je dis qu'à elle qui est passée tout à l'heure, on lui avait pas posé la question, je savais pas que c'était une nécessité. Et puis après il me fait... Et je lui dis, mais pour le nu, pareil, autour d'un café, on peut en parler, mais ce n'est pas mon sujet. Je n'ai aucun problème là-dessus, je peux vous en parler, mais après, je peux vous en parler, oui, je n'aime pas le nu qui est racoleur, mais s'il y a nécessité, il n'y a pas de souci, mais c'est pas mon sujet. Et puis, on a un autre qui me prend à partie, qui me dit, oui, moi, puisque tu es là, 2001. Parce que 2000, j'étais à Marseille. Enfin, j'étais à Aix, mais je travaillais dans un projet virtuel à Marseille. Et donc, c'était 2001. Ils me disent, mais Anya, justement, tu sais, avec ce qui se passe en ce moment, donc les 2 tours qui étaient tombées, comment tu penses que les gens des banlieues vont réagir et tout. Je leur dis, mais écoutez, pardon monsieur, mais les gens des banlieues là dont vous parlez, ce sont des Français. Moi, je viens d'Alger, je les connais pas. Ben Laden, ce n'est pas mon cousin. Je dis, par contre, si vraiment vous tenez à cette algérianité, vous voulez me poser des questions, je peux vous parler de ce qui s'est passé à Bab el Oued. C'était en même temps, quasiment. Ça, on peut en parler.
Mais pourquoi est-ce que voilà, c'est l'histoire de ce que j'ai fait après, avec le poisson sur les yeux et avec le lapin qui, s'il y a un bout de tissu berbère ou un bout de tissu algérois, c'est que c'est potentiellement toi qui a commis la faute ou la bombe. Oui. Et c'était aussi pour dire après que je pouvais faire dire n'importe quoi à l'image, qu'on savait le faire comme vous les gars. On le fait pas parce que vous avez le pouvoir des médias, mais c'est juste que tout le monde, maintenant on le sait de plus en plus avec Internet et Facebook et les fake news, mais on peut faire dire n'importe quoi à l'image et au son et tout ça. Et je me rappelle que Berdaguet a pris la parole en leur disant, mais pour une fois que vous en avez une qui vient pas pleurnicher sur le terrorisme, avec son verre de thé, avec ses cacahuètes, avec son tapis volant, et qu'elle veut qu'on l'écoute en tant qu'elle, en tant qu'individu, je ne comprends pas. Pourquoi. Ouais. Et une des leçons que j'avais prises aussi, c'était pour ces semaines thématiques. Donc moi, j'arrivais, j'avais mis mon vélo, et on recevait dans les mathématiques, on reçoit tout le monde, y compris les gens qui viennent d'autres universités. Okay. Donc tu peux revoir dans ton école des gens un peu plus âgés ou qui viennent d'autres écoles et tout. Ouais. Donc il y avait un gars qui était arrivé en même temps, il met son vélo et tout, il me dit, je voyais qu'il n'était pas de l'école, il me dit où est l'amphi, je lui explique plus ou moins, et puis je vois qu'il s'est perdu, et il arrive un peu en retard. Donc il se met à côté de moi puisqu'on s'était un peu parlé, et il me dit, mais qu'est-ce que j'ai raté? Je lui explique, on échange les notes, on se prend un pot, on discute, et le lendemain il arrive, pareil, légèrement en retard, pas beaucoup. Je lui dis, mais t'es pas très en retard, mais ça va bientôt commencer. Mais aujourd'hui, c'est Christophe Berdaguet. À l'époque, Internet, c'était pas top, tu vois. Je voyais juste son travail, mais il rigole, il me dit, ouais, ben c'est moi. Et si tu vois le poids de ce mec, ici, il serait venu en limousine. Ouais. Alors que là, il était en vélo, en jeep, en machin, une simplicité. Ouais. Et ce que ce monsieur m'a appris, que je garde en moi, c'est que quand il nous transmettait des choses, tu lui parles ton projet, il t'écoute, ok. Alors, jamais de jugement, j'aime, je n'aime pas, c'est bien, ce n'est pas bien. Mais de suite, il analyse, il te dit, alors, il y a un tel... Grèce antique qui a travaillé là-dessus. La semaine dernière, il y a un architecte qui a travaillé sur ça. Il te donne les références, mais de tout temps. Va voir ce film, je pense qu'il va te parler. Et après, je me suis aperçue, parce qu'on est devenus amis après, où il t'envoie voir des artistes qu'il n'apprécie absolument pas humainement, mais qui trouvent que leurs œuvres peuvent t'inspirer ou ont un lien, ou sont tellement paradoxales que du coup tu te dis ça vaut le coup justement de confronter les deux choses. Et ça c'est, tu te dis, ça c'est les gens qui sont bien dans leur basket. Ouais, bien sûr. Et ça c'est bien de pas avoir peur de l'autre, parce que tu te dis qu'à tout moment tu peux te régénérer, que tu peux faire différemment, qu'on peut coexister. Ça a l'air de rien, mais ça parle de coexistence finalement. Ouais. Alors, on parle depuis tout à l'heure, donc c'est Ania, la designer, qui parle, Ania, l'artiste qui parle, Ania, princesse Zazou. T'as une fille, oui, qui est en début d'adolescence. Oui, je pense que ça a commencé un petit moment. La nouvelle génération démarre son adolescence. Ils sont en adolescence à l'âge de 4 ans. Oui, là, elle est en plein dedans, je pense. Est-ce que tu penses que la maternité a, a fait changer en toi ou a apporté un autre prisme dans l'art? Sans conteste, oui. Ouais. Alors, est-ce que ça a apporté, est-ce que ça a révélé, est-ce que ça m'a poussée dans mes limites? Je sais que étant fille unique, pas enfant unique, je rêvais de ça, moi, d'avoir un enfant. Quand je me suis occupée des enfants, ça a été un bonheur fou. On s'est apporté des choses mutuellement. Quand j'attendais les enfants à l'école ou à la maternelle, je me disais, mais j'aurais pu attendre la mienne. Tiens, je voulais vraiment, je rêvais de ça. Et quand j'ai eu ma fille... T'avais quel âge quand t'as eu ta fille? Alors, je l'ai eue à 29 ans. D'accord. Alors c'est assez drôle, parce que nous, c'était une vraie volonté d'attendre, de finir nos études, puisqu'on était partis, quand on est partis ensemble, donc, hein. Et quand on est rentré à Alger, quand j'ai eu Sarah Lou,
ma mère me dit, il faut aller à l'hôpital, s'il y a un problème, il faut pas aller en clinique, attention, grosse erreur. Oui. Enfin, bref. Enfin, je sais pas, mais en tout cas, c'était horrible. Enfin, les hôpitaux, c'est tout un chapitre. Alors, ce qui est assez bizarre, c'est qu'on va en général à l'hôpital parce qu'on connaît quelqu'un. Donc, moi, il y avait mes oncles. Et ce jour-là, il était absent. Et moi, j'étais gênée de dire que j'étais la fille d'un tel, enfin, la nièce d'un tel. Et puis, ma mère aussi est du domaine médical, donc... Et donc, il me demandait de me mettre dans le même lit qu'une autre dame qui était malade. Enfin, je suis enceinte et j'ai perdu les os. C'est pas possible, madame. Comment vous expliquer? Ça aussi, c'est un chapitre important, mais bref. Et quand j'ai eu Sarah Lou, on a eu une fusion. Je l'avais tout le temps près de moi dans le porte-bébé. Et elle était née à un moment très important puisque j'avais programmé de créer mon entreprise, comme je leur ai très bien dit à eux, aux gens parce que j'avais demandé un prêt à l'époque. Elle n'était pas programmée. Je devais avoir une signature au bout d'une semaine. Et le jour où j'ai eu la signature, je leur ai dit, elle n'était pas programmée, elle est née. Je vous regarde. Et j'étais prête à abandonner. Et je suis restée 9 mois, donc l'entreprise était créée, mais je faisais pas grand-chose, je réfléchissais beaucoup, je cogitais beaucoup, je procrastine aussi beaucoup, et puis je savourais ce moment. J'ai beaucoup savouré ce moment, c'était un tête-à-tête. Et j'ai eu un déclic un jour. C'est une copine qui m'a dit, mais écoute, t'as pensé à la crèche? Je lui dis, mais j'ai le temps. Elle me fait, t'as le temps. Puis elles sont pas toutes bien. Et puis il y en a une qui est pas mal dans ton quartier, machin. Et si tu veux la mettre là, tu viens de ma part et tout. Je dis, mais de quoi elle parle? J'ai été voir juste je me dis, je vais regarder ce que c'est. Et la dame me dit, mais on les prend à partir de 4 mois. Ok, bon, j'ai pris note. Je savais que je pouvais mettre ma fille. Et je me suis posé la question. Je lui dis, mais on est bien là toutes les deux. Mais je me dis, mais c'est vrai que le temps passe vite, et quelle image je vais pouvoir lui donner? Si je reste comme ça et que je reste dans ma bulle et dans mes rêves et que je procrastine, je vais virer... alors c'est pas femme au foyer qui est un souci, mais vraiment comme ça à ne rien faire, parce qu'elles font beaucoup les choses. Les femmes qui sont à la maison font beaucoup de choses. Elles ne conscientisent pas que c'est faire. Pour elles, c'est normal et t'as rien fait de ta journée. Qu'est-ce que t'as fait de ta journée? Rien. J'ai juste tout fait, tout ce que tu vois là, mais j'ai rien fait. Et les enfants répètent. Et les enfants travaillent beaucoup sur ça avec les enfants au théâtre. Il y a une dame aussi dernièrement qui est une artiste que j'aime beaucoup, que je citerai pas, mais que j'adore, qui a un mari adorable. Je sais qu'il l'aide. Et je lui ai un peu entendu la perche en disant, elle vient d'avoir un bébé, et elle a dit, c'est dingue, mais il faudrait juste une autre vie pour pouvoir tout faire, parce que je fais ça, mais parce que tu penses que tu dois tout faire. Personne n'a dit que tu devais tout faire. Et en fait, j'ai eu un déclic lorsqu'elle a eu 9 mois. Je pense que c'était très clair dans ma tête que je voulais prendre l'entreprise qui venait d'être créée, exister, me réaliser, en gros. Et quand je l'ai mise à la crèche, ce qui est dingue, c'est que la dame m'a dit, on va la mettre 1 heure ou 2. S'il y a un souci, on vous appelle. J'étais juste à côté. Non mais elle a passé la journée. Je veux dire, on était contents toutes les deux. C'est ça. Et je pense que... Et quand je l'ai récupérée en fin de journée, la dame qui était un peu psychologue, elle me dit, c'est parce que les enfants sont des éponges, elle a vu que vous étiez prête. À un autre moment, elle n'aurait pas supporté. Et depuis, elle était vraiment dans son élément. Et c'est là où j'ai commencé à avoir des moments de qualité avec elle. Et évidemment qu'elle a changé mon regard de femme, mon regard de mère, mon regard... maintenant, c'est elle qui m'apprend des choses. On a des discussions très, très importantes, mais qui nourrissent aussi ma vision et de femme et de femme dans la société. Et tu penses que Sarah Lou, c'est la continuité de la Wonderlella? Ah, alors là, pour le coup, c'est dingue. Tu peux pas poser la question à moi. Je vais devenir la maman gaga. Non, parce que jusqu'à présent, c'est vrai que, en tout cas moi, je te suis. Ce n'est que récemment que j'ai vu Sarah Lou. Alors j'ai deviné que c'était Sarah Lou dans une de tes œuvres. Ah oui, bien sûr. La grand-mère et la petite fille. L'arrière-grand-mère. Oui, et totalement. Voilà, avec le truc de boxe là. Oui, les gants de boxe. Et là je me suis dit, il y a un truc là, il y a un déclic qui est en train de se faire.
Et voilà, d'où ma question, est-ce que tu penses que c'est la continuité? Ah, mais je pense qu'elle va aller au-delà, elle. Je pense que toute cette génération est intéressante. On vit dans une ère où les consciences sont en train un peu d'évoluer assez rapidement. Et j'espère, en tout cas, et allez, mon ego va dire qu'on lui a apporté quelque chose, hein, son père et moi. Elle a assisté à toutes les expos. Elle a des dons d'observation qui sont incroyables. Et puis, je pense que ce qui me rassure, en tout cas, c'est qu'elle a des voix qui sont différentes d'abord des miennes, c'est-à-dire qu'elle ne mime pas. D'accord. Sur certaines choses, si, c'est naturel. Physiquement, elle me ressemble pas, mais des gens me disent qu'elle me ressemble parce qu'elle va parler comme moi, des tics de langage et tout. Mais elle a pas les mêmes envies. Par exemple, elle parle déjà d'étrangers, mais c'est Tokyo. Ouais. C'est une évidence. C'est une évidence. Elle est dans une école où elle fait le double programme, on galère, on essaie. Là, maintenant, elle a un déclic, ça y est, elle explose. Elle a décidé, mais c'était parti sur au début, elle s'en foutait. Pareil, je lui avais inculqué je m'en fous de ce qu'on pense de moi. Donc, elle avait des mauvaises notes en histoire géo, elle me dit, mais je m'en fous, maman, c'est n'importe quoi. Et une fois qu'elle a décidé que, ok, parce qu'on l'a décidé, les profs les surveillants ont décidé de l'embêter parce que elle avait des 19 et puis des très bonnes mauvaises notes et elle se retrouvait avec enfant moyen. Je lui dis mais c'est pas grave, c'était moyenne, c'est juste que fais quand même un effort. Et là elle arrive à avoir des 19 partout et donc elle prend de l'assurance et elle me dit tu sais pourquoi j'ai fait ça maman, c'est juste pour que tu sais le prof là qui est en train de me dire pourquoi t'es en jupe ou pourquoi t'es en pantalon, même pas, elle était pas en jupe, c'était sa copine qui était en jupe. Le directeur dit à partir de maintenant, pour pas avoir de soucis, on ne porte plus de jupe courte à l'école. Et elle se lève alors qu'elle était en jean. Elle dit, monsieur, à quel moment on décrète qu'une jupe est courte? Et là, je me suis revue quand papa m'a dit, est-ce qu'on t'a tabassé? Pourquoi tu défends les femmes? Je suis dit, t'étais en jean. Tu vois? Le mimétisme. Tu vois, ça, je sais que je lui ai inculqué. C'est-à-dire poser des questions. Mais par contre, là où elle est vraiment différente de moi, alors elle a le côté des deux pipelettes et très posée de son père. Elle a les deux, vraiment. Mais par exemple, quand on se prend le chou tous les deux, son père et moi, comme dans beaucoup de couples, tu vois, la mayonnaise et tout. Et il dit déjà que je suis pas bien et elle s'arrête et lui dit mais attends papa, tu viens de dire quelque chose de très important. Tu dis que tu vas bien. Vas-y, raconte-nous. Qu'est-ce qui va pas? Non mais vas-y. Elle me désarme. Je dis mais j'aurais pu commencer par là. Alors que non, nous on est dans vraiment tout de suite. Nous on est dans toi, moi, tu as dit ça et voilà. Attends, tu viens de les dire contes d'apothicaire. Et par contre, quand je la vois, par exemple, quand il y a des cas de dispute, elle ose pas le ton. Mais elle dit des vérités. T'as envie de dire, mais donne-moi un poignard, c'est mieux que ça. Pas de pareil, hein. Jamais, elle fait jamais l'économie du respect. Mais elle va te dire les choses telles quelles, avec un calme. Et ça, je suis très fière d'elle, mais j'y suis pour rien. J'y suis pour rien. Et puis, je pense qu'aussi, le Japon, c'est pas que les mangas, c'est cette spiritualité qui est aussi non liée à quelque chose de commun et d'imposer finalement. De dogme, voilà, bien sûr. Pas imposer, voilà, c'est ça. Je pense que c'est ça qui l'intéresse. Mais oui, elle a complètement influencé ma vie. Et maintenant, c'est elle qui me fait découvrir des talents, des musiques, des textes. C'est chouette. C'est chouette. Alors, on parle depuis un certain temps. C'est vachement bien parce que, alors là, vous la voyez pas, mais elle est toute en couleur. Elle est, elle a un super sourire. Je reçois que des ondes positives, tout ça. Par contre, symboliquement, au 36e degré de ton discours, j'ai quand même senti beaucoup de solitude dans ton parcours. Alors, je veux pas du tout revenir là-dessus, mais je veux simplement savoir dans quoi tu puises ta nourriture pour être aussi seule, parce que je pense que tu l'es toujours. Beaucoup moins, parce qu'il y a Sarah Lou. Oui, où tu vas puiser cette énergie-là et cette nourriture-là pour être Hania qui est en face de moi et qui est splendide. Merci. Mais écoute, je pense que là, je vais avoir besoin de temps pour recevoir ce que tu viens de me dire.
qui est... Alors là, tu viens de faire comme Sarah Lou, tu as touché un point hyper important, hyper sensible, mais pour le coup, tu es la seule à l'avoir relevé. On ne le remarque pas parce qu'on va remarquer les couleurs, le sourire, mais c'est une solitude dingue. Une solitude d'abord qui est liée à mon histoire. Je suis née... encore une fois, fille unique, pas enfant unique, mais la différence d'âge fait que à un moment donné, on s'est éloigné. Mon frère, c'est devenu mon frère qu'une fois que je suis devenue adulte et qu'aujourd'hui j'arrive, lui qui était ma source d'apprentissage par osmose. Et aujourd'hui, t'as lu tel livre, il me dit non, attends, je te l'envoie. Attends. La revanche. Et tu sais que j'ai dit quand j'étais plus jeune, tu sais, la dernière fois j'ai offert à Mehdi un livre. Ah oui. Heureusement, on n'en est plus là, mais. C'est vrai que je pense que depuis toute petite, ça s'est pas arrêté. Je suis beaucoup dans ma tête, beaucoup dans mes rêves. J'avais déjà de l'intuition, je le savais pas. Maintenant, je le sais. Donc, j'essaye de la suivre différemment. Une intuition tellement forte que des fois, on te propose quelque chose d'extraordinaire sur papier. Et t'as un petit truc à l'intérieur qui te dit non. Et tu le fais quand même. Et tu te dis, mais punaise, j'aurais dû l'écouter. Et aujourd'hui, même quand ça a l'air magnifique et que j'ai pas envie, ben j'y vais pas. Et quand ça a l'air casse-gueule et que j'ai envie, j'y vais. Et tout ce que j'ai fait sur papier, c'était infaisable. C'était infaisable. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens, tant mieux, qui connaissent Brocard, qui viennent. Et j'ai démarré, alors, pas de zéro, de moins l'infini. C'est ça. J'ai démarré, c'est juste dingue. J'ai démarré, il fallait prouver que j'existais à l'école, il fallait que je pars ma jour de promo en disant ça y est, j'ai un truc bien, j'arrive, on me dit prostitution, vous venez du design, ok, d'accord, française, je reviens en Algérie, on me dit non mais il faut que t'as pas l'air d'une Algérienne. J'ouvre mes portes, mes premiers espaces, j'ai ouvert les portes à certains artistes qu'on connaît aujourd'hui, à qui je filais les clés, parce que je me rappelle, ça s'appelait Bergson & Young à l'époque, c'était fait exprès. Je me dis, bon, t'arrives, algérienne, on va pas te faire confiance, on va penser que c'est étranger, et ils vont venir. Il y avait du sens pour Bergson et pour Young, évidemment. C'était quoi, ça, en 2008? Ça, c'était, 2005, la création, je le disais, avec Sarah Lou, mais après, où ça a vraiment pris vers 2008. 2008. Et en 2008, quand... Donc tu files les clés à certains artistes. Voilà. Et alors, pourquoi je te... Oui. Je vais retrouver le fil. La solitude, c'était super difficile. Oui, alors attends. Oui, c'est ça. Donc, et on a vraiment eu la chance d'avoir aussi c'était une chance d'avoir Faisal Barriche et Abdelkader Benchama qui sont aujourd'hui juste intouchables, qui eux étaient contents de venir chez nous parce que c'était un lieu d'art totalement indépendant et de l'État et tu vois, donc on a réussi à faire des choses. Donc sur papier c'était extraordinaire et même humainement c'était extraordinaire. Et puis après, dès que j'avais perdu cet espace qui était à 180 mètres carrés à Hedra, plus personne. C'est un truc. C'est là où je savais que dans mon processus créatif, j'avais besoin d'être seule. Ça, je le savais. Mais que les gens peuvent t'ignorer. Et après, j'ai découvert les gens qui détournent le regard, c'est-à-dire qui te suivent à la trace, mais qui vont volontairement ne pas relayer ce que tu fais. Les gens que tu déranges, alors il y en a qui se sont dit, elle veut tout bouffer, mais même pas. Moi, j'avais juste besoin d'avoir des amis. En fait, cet espace, je l'avais ouvert parce que j'arrivais, ça faisait quelque temps que j'étais partie d'Alger et que je connaissais pas les rouages et que je voulais ni le piston, ni tout ça, je voulais pas. Donc, je voulais qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Moi, ce que je peux faire, c'est proposer l'espace. Voilà ce que je peux faire. Et les étudiants qui venaient, je partageais tout ce que les autres, tout ce que Christophe m'avait appris, c'est de dire ça fait penser à un tel, ça fait penser à un tel et tout ça. Et et en fait, quand tu dis d'où tu puisses ça, alors je me rappelle plus de cette phrase qui est célèbre, mais alors là par contre dyslexique et Alzheimer, mais en gros cette phrase dit
je ne savais pas que c'était dangereux, c'est pour ça que j'ai pu le faire. Il y a beaucoup de choses où je me lance, tu vois, comme les enfants. D'inconscience. Voilà, j'ai envie d'aller, je pourrais presque sauter si je pense que je peux sauter par la fenêtre, tu vois. Et je ne me pose pas la question, et c'est ça qui a fait que j'ai un courage, un élan de départ. Qui me donne ce courage. Après, c'est très juste ce que tu dis, parce que quand j'ai commencé à râler, à dire Monsieur Slibar a dû vendre son corps, puis vendre le corps de sa femme, c'est pas pour rien que c'est lui et sa femme, évidemment, tout ça est très symbolique, et qu'ils sont empâtés, et parce que même, on n'a pas parlé du poids, mais même le poids, il a du sens, le poids physique. C'est quand je dis 13 ans, ça prend 3 secondes à dire. Mais est-ce que tu imagines les levées de matin où tu te dis mais pourquoi j'ai fait ça? Mais est-ce que je suis folle? Ou les jours où tu es certaine que c'est bien, mais que tout le monde autour de toi te dit mais tu peux pas faire un boulot normal où tu gagnes de l'argent rapidement, tu vois. Même quand j'ai commencé à utiliser le design comme Becky et aller jusqu'à l'accessoire, je dis c'est l'accessoire qui finance le crucial, c'est-à-dire l'accessoire, le sac, la sacoche, c'est vraiment ça. J'ai même pas été sur des choses vendables de suite, c'est-à-dire que je ne suis pas la tendance. C'est ou volontairement kitsch ou volontairement coloré, et c'est justement pour que presque cette légitimité de se dire il est décalé, mais finalement je soutiens la cause. Alors c'est dans ma tête tout ça. Sûr. Les gens ne voient que quelque chose de coloré, mais les mécanismes qui se posent dans ma tête sont ceux-là. Et au final, beaucoup de choses ont plu parce que ça n'était pas attendu. Mais oui, beaucoup de solitude, c'est vrai. Après, je l'aime de plus en plus, en fait. Il y a des moments où tu t'écoutes un peu plus, peut-être. Voilà. C'est ça. J'ai pas besoin de mettre de la musique forcément. Je peux rester avec moi-même sans mettre de la musique. Je peux, mais de tout temps, j'avais l'habitude de rester avec moi-même. Mais avec cette j'ai pas de frères et sœurs. Il y a pas beaucoup plus sereinement. Plus sereinement. Et assumer. Oui. Et je l'apprécie même, en fait. J'apprécie ces moments. Des fois, les copains me disent, mais c'est dommage, t'es pas sorti. J'adore sortir. Après, il faut qu'on me tire, qu'on me sorte, parce que, mais, c'est dommage. Ah non, j'étais très bien. C'est ça. J'ai adoré ce moment-là avec moi-même. C'est bien. Un conseil que tu pourrais donner à des personnes qui, en Algérie, souhaiteraient, en fait, s'aventurer dans l'entrepreneuriat artistique? Alors les conseils, on a plein. Je sais pas faire un seul, mais je vais réfléchir. Alors 3. Premier conseil. S'informer sur ce qui se fait ici et ailleurs, enfin quel que soit le domaine où ils veulent aller, s'informer de ce qui existe déjà. Ça veut pas dire ne pas faire comme, ça veut pas dire faire comme, ça veut dire que si tu veux te démarquer, tu le feras en connaissance de cause. Si tu veux suivre quelque chose d'existant, au moins que tu apportes quelque chose de plus. Ça sert à rien d'aller sur ce qu'on appelle les yimchés, parce que les gens ont tendance à faire des pâles copies. Dès que quelque chose fonctionne, ils vont faire pareil. Il y a un taxiphone qui marche, on va faire pareil. Tu vois, faut pas aller là-dedans. Donc, voilà, premier conseil. Second conseil, qui aurait peut-être pu être en premier, c'est s'écouter. Si on est à l'aise avec la manière de... Si on est à l'aise avec cet exercice de s'écouter, c'est-à-dire, bien évidemment, écouter ce que les autres disent, mais au final, décidez-vous en fonction de qui vous êtes et de pourquoi vous voulez le faire. S'ils veulent en faire un business, s'ils ont la possibilité de le faire, s'entourer de gens compétents dans le domaine. Alors, je ne suis pas le meilleur exemple de ce que je dis, puisque moi, quand j'ai commencé, c'est moi qui avais toutes ces casquettes, c'est épuisant. C'est une énergie que tu perds dans des choses certes nécessaires, mais qui pourraient presque... en pâtir sur ta... Plus que ça, ça peut même corrompre ta manière de créer. Puisque finalement, après, quand j'ai eu d'autres gens qui se sont mis dans cette casquette-là, quand je propose le projet, ils me disent non, c'est pas viable. Quand je suis venue ici à Didouche, le comptable était contre. Non, t'as pas les moyens, c'est pas possible. Tu peux pas venir louer comme ça, c'est impossible. Et là,
J'ai tranché parce que j'avais le droit de veto et j'ai dit je le fais quand même Ouais. parce que j'étais persuadée que c'était ça. Ouais. Mais sur d'autres choses, écoutez quand même les voilà. Moi, il y a des petites choses très simples du business. D'abord, j'aime pas vendre parce que c'est très compliqué. C'est douloureux de mettre un chiffre sur quelque chose où t'as mis tes tripes. C'est vraiment douloureux. Donc, c'est bien d'avoir quelqu'un d'autre pour faire ça. Oui, c'est vachement mieux. C'est pas possible. C'est voilà. Et aussi des astuces marketing qui fonctionnent. Après, évidemment, toujours, ce que j'avais dit au départ, vous informez de ce qui existe et vous informez par contre des principes. Si vous faites du commerce ou vous commercialisez quelque chose qui est, que ce soit un projet, un concept, une idée, savoir ce qui se fait aussi pour faire, des fois faire différemment, c'est la clé. Ouais. Des fois, justement, le faire en connaissance de cause, savoir, il n'y a pas de recette de cuisine, mais c'est sur des détails de dire, c'est là où on va aller à contre-pied, mais en connaissance de cause. C'est ça. Et ça fonctionne. Conscientiser ça. Voilà. Ouais. Les 2 dernières questions qui seront un rituel à Mecheron. La première, c'est quelle est la personne que tu aimerais écouter à Mecheron? Ah, d'accord. Alors, je réfléchis. Ok, je réfléchis. Et l'autre question, c'est quoi? Comme ça, j'ai le temps de réfléchir. Et l'autre question, c'est qu'est-ce que pour toi, Mecheron? Ah. Alors, qui c'est que j'aimerais écouter? Choisir, c'est renoncer, mon Dieu. Choisir, c'est renoncer. Non, ou choisir, c'est mettre en lumière. Oui, mais du coup, qui? Parce que si tu mets en lumière l'un, tu voilà. Bon, allez, 3, max. Alors, ça va être compliqué. Parce que je cherche des gens qu'on n'a pas l'habitude d'écouter, en fait. Mais que toi, t'aimerais Oui, écouter. mais que j'aimerais écouter, oui, que j'aimerais écouter. Bon, il y en a un que j'aimerais écouter, mais c'est pas possible parce que sauf si tu fais un Mecheron spécial, 3 minutes 30. D'accord. Parce que peut-être. si t'arrives à faire ça, si tu fais parler Sven, tu me Ouais. fais parler. Oui, parler. Ça Sven. Ah oui. Ah, c'est mon challenge alors. Ah, super pertinent, mais parler plus de 3 minutes 30, je sais pas. Ça serait excellent. Sonia Merabet, je ne sais pas si tu connais. Non. C'est une artiste photographe qui fait partie, alors je ne sais pas si c'est ce collectif 220, qui faisait partie de ce collectif de photographes, garçons et filles. Je crois qu'elles devaient être que 2 filles, et je crois que les filles sont plus dedans. C'est d'excellents photographes, pour la plupart en noir et blanc. J'ai rien contre, j'aime beaucoup. C'est juste que c'est un peu quelque chose qui est vu, en tout cas par beaucoup, comme étant quelque chose de plus fort. C'est un artifice. Le noir et blanc est un artifice. Parce que des gens te disent, oui, toi tu mets de la couleur, alors que oui, c'est un artifice aussi. Ouais. Elle faisait partie de ce collectif et elle a des photos officiellement en couleur. Elle utilise un filet de lumière naturelle, donc elle attend vraiment le crépuscule ou vraiment des moments comme ça, et elle prend son temps. Et tu vas avoir des choses qui vont avoir l'air d'être noir et blanc avec un soupçon de couleur. Et c'est tu l'avais exposé ici? Oui. Ah, donc je connais. Voilà. Dès que tu m'as dit soupçon, j'étais là, mais je connais ces photos. Voilà. Ouais. Je l'avais exposée à Issue 00. Exactement. Et la photo qui a donc Sarah Lou et ma grand-mère. Oui. Donc Sarah Lou a 13 ans, ma grand-mère sur cette photo avait 15 ans. Ouais. Ma grand-mère se mariait à cette époque et ma fille veut aller à Tokyo. Cette photo que j'ai détournée, enfin j'ai pris que la photo, c'est elle qui l'avait prise. D'accord. C'est Sonia Merabet. Et je trouve qu'il y a de l'alchimie dans ce que fait cette fille. D'accord. Et je pense que, alors c'est pas du féminisme, j'ai rien contre non plus, mais ce n'est pas du féminisme, mais je suis convaincue que si ça avait été un mec qui faisait ça, ça aurait été un truc de ouf. Non, mais des fois, je suis choquée de me dire, mais vous n'avez pas remarqué le truc là? Vous l'avez pas vu? Et donc, du coup, voilà, ça crée une posture un peu, je suis timide, voilà. Elle, j'aimerais bien
je l'ai connue beaucoup plus jeune, elle s'en rappelle pas, parce qu'en fait on échangeait sur internet, donc moi je me rappelle très très bien de nos échanges. Ouais. Elle a beaucoup mûri, mais pareil, quand je te dis ça, il y a des gens, il y a des gens qui sont meilleurs en photo. C'est pas qu'elle est pas bonne quand elle parle, mais c'est des fois tu déflores quelque chose, je sais pas, donc à toi de voir. Voilà, je laisserai faire. Sven, 3 minutes et demie, mon challenge. Oui, non, voilà. Et Sonia Merabet, qu'elle explose. C'est vraiment une pépite, cette fille. Dans son art oratoire. Et si j'ai le droit à une troisième. Vas-y. Samira Negrouche. Ah oui. Ouais, Samira Negrouche, moi j'aimerais bien. D'accord. Parce qu'en plus, quel régal pour ceux qui écoutent, donc voilà. Ouais. Voilà. Okay. Et qu'est-ce que pour toi, ma chère? Je pense que ça va être une des plus belles thérapies de... Franchement, oui, ça fait du bien. Ça fait du bien de te parler parce que, pareil, ça se voit pas, mais il n'y a pas l'image, mais je pense que ça s'entend. Tu écoutes. Je vois, j'arrive pas à lire, hein, mais je vois que tu as des questions, mais tu les suis pas en fait. Tu as une base et tu te fies à notre discussion. C'est pas, je passe à la question suivante. On sent que c'est pas du tout ça ton fil conducteur. Et je pense qu'on va avoir aussi du plaisir à écouter d'autres. Et on a besoin de ça. On a besoin. Après, à d'autres endroits, on a besoin de savoir écouter, s'entendre et échanger. Mais déjà, voilà. S'écouter les uns les autres, ça va faire du bien, je pense. Cool. Merci, Ania. Avec plaisir. À bientôt. À très vite. Merci à notre invitée d'être venue nous raconter ça, Meshahout. Pour la suivre et prendre contact avec elle, nous vous avons mis toutes les informations dans le descriptif de ce podcast. Si vous avez aimé cet épisode de Meshahout, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes dès leur diffusion. Vous pouvez aussi nous aider à faire connaître Meshahout en parlant autour de vous et en laissant une note ou un commentaire sur l'application de votre choix. Si vous voulez prolonger la discussion, poser des questions, nous suggérer des invités, vous pouvez nous écrire sur les réseaux sociaux, par mail et sur notre site internet. Merci à vous d'avoir pris le temps d'écouter Meshahout et à très bientôt.